La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour, ravie de vous retrouver pour Destin de femme, l'émission du féminisme autrement, inspirée par le livre au même titre de Valérie Pérez. Séverine Camus est une ancienne thérapeute et coach reconvertie en autrice, auteure et artiste visuelle multidisciplinaire qui explore les thématiques de la multipotentialité ou de la curiosité insatiable, tout simplement. Elle encourage chacun à embrasser sa singularité et à construire un équilibre de vie aligné avec ses besoins profonds. Avec votre livre Le complexe de la preuve qui vient de sortir, de la pieuvre, pardon, c'est un joli lapsus, qui vient de sortir chez Vuibert, je vais y arriver. Vous nous invitez, Séverine, à mieux comprendre notre manière d'être au monde. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, Judith, avec pour plaisir. votre accueil. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors, on va essayer de pas trop bafouiller. Les questions de cette seconde saison, Séverine Camus. La première, quelle est votre définition du féminisme ? Aïe, alors non, pas aïe, je vais essayer c'est ça, votre définition ? C'est ça, aïe. Alors ça peut être aïe, non, je vais essayer de répondre à la question sans partir dans tous les sens comme à mon habitude. Je dirais que pour moi, c'est une déclinaison de l'humanisme. Et ça va au-delà des genres, puisqu'il n'y a pas que le genre féminin, masculin, il y a d'autres genres aujourd'hui, la société bouge, évolue. Et je dirais que cette déclinaison de l'humanisme, il y a une question d'équité derrière, d'égalité de droits, et de droits entre tous les individus, quel que soit le genre, quel que soit l'âge, quelle que soit l'apparence physique, quel que soit le lieu de résidence, quel que soit le lieu de provenance. Donc c'est ça, c'est une déclinaison, une composante de l'humanisme. C'est de l'humanisme, de l'universalisme en fait, c'est ça. C'est pour tout le monde la même chose, quoi. Ouais, que ça soit exactement. homme-femme, mais que ça soit aussi, quelle que soit la classe sociale, la couleur, etc. etc. Ouais, c'est vraiment cette notion d'équité et de juste, la notion de juste, de justesse et de justice, équitable entre tous les individus. Et alors, quand est-ce que ça fait aïe, Séverine Camus ? Alors, sur quel plan ? Le féminisme ? Quand est-ce que ça fait aïe ? Ça fait aïe quand l'intégrité de la femme est bousculée et est mise à mal, quand la femme n'a pas le choix, quand elle est reléguée au second plan, quand il n'y a pas justement d'équité, et quand le féminisme devient une utopie parce qu'il faut des moyens et il faut se donner aussi une ambition de ces moyens. Et ce n'est pas qu'un droit, c'est aussi le moyen d'accéder à ce droit. Et donc les moyens d'accéder à ce droit vont au-delà, à mon sens, de l'égalité de droit entre les hommes et les femmes. Bien sûr. Du coup, est-ce que les hommes, ils sont féministes ou ils peuvent l'être selon vous ? Carrément. Ouais. Vous avez des exemples autour de vous ? Je crois que tous les hommes qui m'entourent aujourd'hui sont féministes. Alors certains ne se déclarent pas comme tels parce qu'il n'y a pas d'étiquette à mettre dessus. Il n'y a pas d'étiquette. On dire que c'est normal, c'est naturel, on se pose pas la question. Et puis j'appartiens à une génération aussi où on n'a pas grandi avec ce mot-là. Mes fils, puisque j'ai 2 fils, eux le disent effectivement ouvertement. Ils sont de quelle génération ? Il y en a un qui a 19 ans et l'autre qui a 22 ans. Donc c'est vraiment leur sujet. Ils sont vraiment en plein dedans. Et mon fils me dit, moi j'ai toutes mes amies qui, une fois, au moins, malheureusement encore, ont été victimes d'une remarque sexiste ou d'un geste déplacé en boîte de nuit ou un mot déplacé aussi dans la rue. Alors du coup, selon vous, qu'est-ce qui fait que ça avance pas aussi vite qu'on voudrait, ce droit des femmes ? Alors, quelle question. Parce qu'il y a le droit des femmes en France qui avance et qui recule, et puis il y a le reste du monde où ça recule très vite en ce moment. Oui, et surtout de l'autre côté de l'Atlantique aussi. Alors peut-être, il y a peut-être plusieurs facteurs, mais il y en a un qui me vient comme ça tout de go. C'est un manque, je dirais, d'ambition ou un manque de vision. Et comme je disais tout à l'heure, il n'est pas que question d'égalité de droits entre les hommes et les
femmes et les conditions d'accès. Et en fait, dans les entreprises privées, on parle de cohésion d'équipe. Et parfois, moi, j'ai l'impression qu'au niveau politique, ça manque franchement de cohésion au niveau des ministères et que, en fait, c'est un sujet qui devrait être embrassé par d'autres ministères. Ça concerne la santé, ça concerne l'éducation, ça concerne aussi le logement, ça concerne aussi la formation, ça concerne tous ces domaines. C'est beaucoup plus global que ce qu'on croit. Ouais. Alors, c'est peut-être aussi ma vision qui a tendance, généralement, à se défocaliser d'un point et d'aller voir un petit peu plus loin. Et puis, peut-être aussi qu'il y a des résistances au changement, parce que bousculer les codes, ça veut dire aussi revoir sa façon de vivre, sa façon de penser. Et ça veut dire aussi devoir se réajuster. Donc, il y a peut-être des peurs aussi derrière. Mais moi, vraiment, de prime abord, c'est ce manque de cohérence et de cohésion qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les ministères. Et puis quand on a aussi des ministres qui changent tous les 6 mois ou quand ce n'est pas la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc pendant ce temps-là, on n'avance pas. Oui, bien sûr. Alors une fois qu'on a dit ça, le droit des femmes, il avance quand même vachement, de mieux en mieux. Qu'est-ce qui fait que ça bouge bien comme ça, à votre avis ? Parce qu'il y a des femmes et des hommes de courage. Qui se saisissent du sujet. Et qui parlent, qui l'incarnent. Et qui osent, et qui enfoncent des portes, des visionnaires, des aventurières, des aventuriers, des personnes qui forcent au respect, qui osent être les premières ou les premiers dans un domaine. Quoi. J'aime bien ce mot, audace, c'est vrai, qui ont de l'audace. Alors on parle vrai sur Sud Radio, il y a Simone de Beauvoir qu'on connaît bien, qui nous disait dans le second sexe, on n'est pas femme, on le devient. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes devenue femme ? Vous l'avez toujours été ? Non, je ne l'ai pas toujours été. Non, il y a franchement... Vous avez pris un petit peu de recul, je le dis pour ceux qui nous écoutent, pour répondre à cette question. Inspiration, on revient. C'était il n'y a pas très longtemps. Allez, il y a 2 ans. Ok, ah ouais. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Alors, il y a eu 2 choses. Première chose, j'ai franchi la barre des 50 ans et j'attendais ce moment-là comme si ça venait asseoir en fait une légitimité pour moi, la légitimité de la vie. Ça y est, il se passe un truc. Avant, c'était un peu du bidouillage. Vous dirait que c'est le début de la vieillesse et vous dites que c'est le début de la féminité en fait. Ouais, pour moi en tout cas, ça a été. Alors, la médecine chinoise aussi m'a permis de changer ma vision de l'âge avec les saisons et entre 50 et 75 ans, on est dans l'automne de notre vie. Et l'automne, c'est la saison où on est à notre apogée. On est à la fois le vent, la montagne, la mer, on est tout. Et le deuxième facteur, parlons vrai, la disparition de mes règles. C'est libération, quoi. Quelle libération. On l'attend, on l'attend avec impatience. Je peux parler pour moi. Je fais une petite confidence aux auditrices, aux auditeurs. Non, c'est-à-dire que c'est pas la fin d'un truc, c'est le début de la liberté, la ménopause, on peut le dire. Pour moi, en tout cas, l'impression que mon corps m'appartenait. Enfin. Et le mot enfin. Non, j'ai vraiment vécu dans la douleur sur le plan gynécologique, physiologique, à cause des règles. Ça a été un très très gros problème pour moi. Par-dessus aussi une maladie auto-immune. Donc, non, à un moment donné, le corps dit non, stop, quoi. Non. Voilà, donc vous dites merci à votre corps, en fait. Ouais, mon corps m'appartient à nouveau, plus de règles. Et enfin, je me sens femme avec un grand. Bravo! Vous voulez rajouter autre chose là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance à croire, nous les femmes même, que passer à l'âge de la ménopause ou passer la cinquantaine, c'est le début du déclin, alors qu'en fait c'est le début, c'est un renouveau, j'ai envie de dire presque. Oui, c'est un renouveau, effectivement, et je me suis dit 50 ans, pour moi c'est là où les choses posément sérieuses commencent. Voilà, et c'est pour ça aussi que à l'aube de mes 50 ans, j'ai décidé de recréer ma vie. Tout est possible. Et en fait, oui, parce que vous, c'est vous avez changé de chemin il n'y a pas très longtemps, quoi. Reconversion tardive, on va dire. Oui, c'est ça. En fait, il y en a eu plusieurs dans ma vie, mais le vrai chemin, vraiment le chemin authentique, sincère, profond, juste, un chemin en fait pour me réaliser en tant qu'individu et en tant que femme, c'est amorcé à 50 ans. Et alors, on va y revenir évidemment, je rappelle votre livre, Le complexe de la pieuvre, qui est sorti chez Hubert. Juste, qu'est-ce que c'est la pieuvre ?
En 1 minute. En 1 minute alors là, vous me posez un challenge. En 1 minute. Multi-appétence, multi-apparence, multitâche, multipotentialité, multipossible. Donc c'est ce côté vraiment très ramification et tentaculaire. C'est une façon très curieuse aussi d'embrasser le monde. D'accord. Mais est-ce que c'est pas aller partout? Est-ce que ça n'empêche pas de se focus, ce que vous direz la majorité des gens, du coup? Alors c'est vrai que aller partout, ça peut paraître comme étant de l'instabilité ou de l'éparpillement. Je peux être en effet assez éparpillée, puis vous avez raison avec l'analogie avec la pieuvre, mais ça n'empêche pas que de temps en temps, on peut aussi se recentrer et creuser un sujet lorsqu'on est animé par ce sujet. C'est une très grande curiosité au fond. Allez, vous allez nous en dire plus. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, Destin de femme, c'est en compagnie de l'auteur et artiste visuel multidisciplinaire Séverine Camus et son livre Le complexe de la pieuvre, c'est sorti chez Vuibert. Je vais y arriver aujourd'hui, décidément. Ne partez pas trop loin, nous on reste là, bien avec vous. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Vous le savez, Destin de femme, c'est l'émission du féminisme autrement. Aujourd'hui, vous êtes avec l'auteur et artiste Séverine Camus et son livre Le complexe de la pieuvre, c'est sorti chez Vuibert. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, évidemment. Alors, Séverine Camus, Le complexe de la pieuvre, c'est un livre qui s'adresse aux personnes qui ont plein de centres d'intérêt. Vous explorez la notion de multi-appétence, donc ce qui est souvent défini comme de l'instabilité ou vu comme de l'instabilité par la majorité des gens, mais qui en fait est une force pour vous, et c'est ce que vous nous racontez. Alors à travers trois points importants: le rapport au temps, les relations qu'on a, qu'elles soient sociales ou affectives, et la vie professionnelle. C'est ça. L'idée, c'est qu'est-ce que c'est de s'accepter pour pouvoir se valoriser et avancer, se donner le pouvoir, en fait. C'est ça que vous nous racontez. Oui, c'est devenir créateur de sa vie et acteur. Vous savez, il y a une phrase qu'on dit souvent: il faut trouver sa place. Moi, je dis qu'on ne trouve pas sa place, parce que trouver sa place, ça voudrait dire qu'il faut la chercher, et on peut passer une vie à la chercher et ne jamais la trouver. Et ça voudrait dire aussi que cette place soit vacante, et donc que d'autres me l'aient laissée vacante. Être créateur de sa place, créer sa place, ça change tout. Et le jour où j'ai compris ça, ça a changé aussi ma façon de voir ma vie, et d'arrêter une pseudo-victimisation où c'était toujours la faute des autres, et en me disant, mais en fait, on attire à soi ce qui est du même champ vibratoire. Donc, tu vas essayer de comprendre, parce que des fois, on se parle à la deuxième personne du singulier tu. Tu vas essayer de comprendre. Essayer de comprendre... Vous dites pas elle. Non, elle. Elle, ouais. Sinon, je vous aurais appelé Alain Delon. Pardon, c'était la blague du jour. De Louen. Allez-y. Donc, tu. Alors, le jeu est mieux. Tu. Le jeu J-E-U aussi. Oui. Et donc, tu vas chercher à comprendre d'où ça vient, parce que une fois, j'ai présenté mon panel de tableaux à une galerie, un directeur de galerie qui me dit, mais moi je pourrais jamais vous proposer parce que vous avez trop de style. Et en fait, je croyais naïvement, d'ailleurs, en devenant artiste, que ça pourrait s'exprimer, que je pourrais exprimer tous mes possibles. Et en fait, quand on remonte à l'origine, c'est un ras-le-bol de devoir me justifier, m'expliquer à chaque fois que je montrais mon CV, parce qu'on m'a dit une fois, mais quand on regarde votre CV, on dirait que vous avez tout fait. Parce qu'avant d'être thérapeute, j'étais responsable des ressources humaines, parce qu'avant d'être responsable des ressources humaines, j'étais encore autre chose. Et en fait, c'est des cycles de combien de temps à chaque fois? Ça dépend. 2 ans, 3 ans. Je m'ennuie assez vite. Okay. En fait, quand j'ai l'impression d'arriver au bout de là où je suis arrivée, quand j'étais responsable des ressources humaines, ouais, j'ai fait le tour. Voilà. Et j'aime les projets. Moi, je suis une femme de projet et j'ai besoin d'être animée par un projet. Et donc, quand j'ai vraiment l'impression d'avoir désossé le projet, un peu comme si je cherchais à comprendre un jouet, que j'ai mixé certaines approches et pratiques avec d'autres, eh bien, moi, je suis au paysage suivant et au parcours suivant. Et le monde est tellement vaste et c'est chouette, on a besoin de spécialistes, mais on a aussi besoin de généralistes. Et donc, ce que vous faites en termes artistiques, c'est la même chose, quoi. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous dites multidisciplinaire, c'est que d'abord, tous les médiums sont possibles à utiliser, sont bons à utiliser. Et ensuite, toutes vos œuvres, elles deviennent
c'est des éléments qui se connectent entre eux, qui sont différents à chaque fois, mais qui ont un espèce de lien conducteur qui est vous, en fait, hein, c'est ça? Oui, en fait, vous avez complètement raison. Une fois, j'exposais sur un salon et un monsieur qui rentre sur mon stand et qui me pose une question que j'ai trouvée très mignonne et qui me dit « Lesquelles sont les vôtres ?» J'ai dit toutes. Il croyait en fait que c'était une galerie qui faisait venir les artistes et que j'étais là pour représenter 2 œuvres. Il a fallu que je rentre avec lui, que je lui explique en fait, j'ai une façon qui est très affirmée de peindre. J'aime les choses en fait vivantes, très colorées, mais pour autant, j'ai pas envie de m'enfermer dans un style et je ne passerai pas ma vie à faire de la même chose. Et puis peut-être que dans 10 ans, d'ailleurs, je ne serai plus artiste. Alors, un galeriste vous dirait qu'un artiste qu'on vend, c'est un artiste qui trouve un style et qui le développe. Oui. Voilà. Vous avez dû beaucoup l'entendre, ça, j'imagine. Exactement. Et est-ce que vous vendez, du coup? Alors, beaucoup à des particuliers. Parce que j'ai cette capacité de pouvoir en fait comprendre et sentir ce que veulent les gens. Vous leur adaptez en fait. J'aime les gens. À l'univers, quoi. Les espaces de vie. Moi, je suis une amoureuse des espaces de vie. Moi, j'ai un profond respect pour les espaces de vie parce que ce sont des lieux de passage. Et donc, en fait, en comprenant ça, à chaque fois, moi, je rentre à l'intérieur. Et pour moi, l'art est au service d'eux. Pour moi, une œuvre d'art, en fait, est un moyen. Ce n'est pas la finalité. Donc, je vais me servir de la peinture, je vais me servir de l'écriture aussi, je vais me servir de la photo, je vais me servir de la scénographie pour proposer quelque chose de plus grand. Et puis, j'ai quand même quelques petits points communs entre mes œuvres, même s'il y a un style qui a l'air comme ça un petit peu hétéroclite ou très souvent, je dessine une poitrine sur mes œuvres. Alors, c'est vraiment un micro-détail parce que justement, pour moi, c'est le symbole de la féminité, c'est la terre-mère, et c'est ce petit point commun que je dessine comme ça entre toutes mes œuvres. Faut la chercher, on la trouve tout de suite ou pas? Il faut la chercher. Mais l'œil qui sait et qui sent saura la trouver. Ouais. De toute façon, on cherche toujours la poitrine. Hein, c'est connu, on ça. cherche toujours la poitrine. On revient à la poitrine. Bon, une fois qu'on a dit ça, en fait, l'idée, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que finalement, ce qui passionne, c'est le chemin. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que arriver quelque part, c'est pas forcément. Une fois qu'on est arrivé, comme vous dites, une fois que vous avez fait le tour d'un projet, le projet il est géré, vous avez fait le tour, et donc vous pouvez passer à autre chose. Ouais. Donc c'est ça que vous... C'est le chemin, ouais, vous avez tout à fait raison, c'est le chemin. Et en fait, pour moi, tout le reste sont des étapes. Et le chemin, en fait, c'est la vie, c'est l'expérience. Et pourquoi s'interdire? Alors après, on fait toujours du mieux qu'on peut aussi, bien sûr. Avec les moyens dont on dispose. Ces moyens sont d'ordre matériel, psychologique, physiologique, d'ordre de temps aussi, d'ordre psychologique. Et quand on peut le faire, on le fait. Quand j'étais thérapeute, j'ai accompagné beaucoup de femmes et alors moins d'hommes, j'avais à peu près 70% de femmes qui venaient me voir, et pour beaucoup, certaines qui voulaient changer en fait de vie, qui occupaient un métier dans lequel elles étaient très peu épanouies et qui n'osaient pas en fait, et qui n'osaient pas s'incarner. Pour différentes raisons, parce que mon conjoint n'est pas d'accord, parce qu'on a un crédit, parce que c'est important d'être la personne. En fait, on a les barrières qu'on se crée, quoi. C'est ça que vous dites. Ou qu'on accepte. Mon parcours de vie m'a montré que oui, et qu'en fait, nous sommes très souvent notre principal frein à notre déploiement et à notre épanouissement. Et en fait, on dit qu'il faut croire en soi. Alors, ça a l'air un petit peu utopiste comme ça, mais... Il faut se faire des câlins, moi, c'est ça que je dis. Il faut s'aimer, quoi. Exactement, on part de soi. Et pour moi, la première planète dont on doit prendre soin, c'est soi. C'est absolument pas l'égoïsme, mais en fait, on revient à soi, on revient en son centre, on revient à ce que l'on est vraiment à l'intérieur. Et pour ça, il faut au moins avoir fait... Oui, l'accepter. L'accepter, ça nous fait sortir du fantasme aussi. Hein. Alors, ça nous fait sortir des idéaux exigences, parce qu'il y a nous et le nous idéal. Alors, moi, j'ai aussi un moi idéal. Et en fait, le delta qui nous sépare du nous réel, du nous idéal, c'est parfois la déception. Alors, le nous idéal, il peut aussi rejoindre le moi réel, parfois. Hein. Alors, il peut, mais on y va pas à pas.
mais des fois, on aimerait bien l'atteindre tout de go, en un claquement de doigts. Oui, et mais parfois, on a non besoin de vivre des étapes aussi. C'est ça le chemin. C'est ça qui est chouette. Alors, voilà, moi, je tends à ça, et mathématiquement, il me reste encore un petit peu moins de temps à vivre que ce que j'en ai vécu. Mais c'est les meilleures années, là, c'est ça que vous dites. Ah ouais, mais je le vis vraiment dans la densité et dans la largeur. La largeur, l'amplitude. Et j'ai vraiment appris à avoir un autre rapport au temps et à accepter aussi la tempérance et la patience, que je suis d'un naturel assez impatient. Je pourrais pas tout faire dans cette vie, quoi. On arrive à la fin de cette émission, Séverine Camus. Déjà. Je vous aurais bien gardé un peu plus longtemps. J'avais encore des choses à vous dire. Une petite dernière question quand même. Allez, la dernière. Vous êtes artiste, vous êtes hors des cadres académiques. C'est déjà pas simple. Est-ce que être une femme, ça a ajouté au problème, ou est-ce que ça a été un facilitateur? Allez, 30 secondes. Alors, ni l'un ni l'autre dans ma vie d'artiste, en tout cas. Par contre, dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans le monde de la viticulture et j'ai dû faire face à pas mal de misogynie, oui, et notamment lorsque je suis tombée enceinte. D'ailleurs, le mot tomber enceinte, oui, ça va tombe pas non plus. enceinte, ça va pas. D'accord. Donc, des fois, la langue française, on devrait la revoir aussi, de certaines expressions. Du coup, en fait, le fait d'avoir une femme enceinte en face d'eux, ces messieurs, ça provoque des réactions qui sont irrespectueuses presque? Non, c'est par rapport au poste, parce que oh là là, vous allez vous absenter pendant 4 mois, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça y est, c'est la cata. Alors que de l'autre côté, le père de mes enfants a été félicité le même jour. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Si vous aviez un souhait? Qu'il y ait le respect de l'intégrité physique de chaque être humain. Pour moi, il y a une propriété qui est inviolable, c'est le corps. On ne doit pas pénétrer ce temple sacré. Merci Séverine Camus, ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Judith. Merci infiniment. Je rappelle votre livre, Le complexe de la pieuvre. Je le recommande, c'est sorti chez Vuibert. Chères auditrices, chers auditeurs, n'oubliez pas, demain on se retrouve à 19h pour cet excellent, et puis samedi prochain à 13h30 pour un nouveau Destin de femme. 1 million sur YouTube, c'est le gros carton. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité. On vous embrasse bien, et puis moi je vous dis à demain. Bye bye. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.